Bonjour et bienvenue aux actualités de TVCO. Au sommaire cette semaine, la microbrasserie du Québec font campagne contre le timbrage. Baie-Saint-Paul organise une rencontre d'information avec les sinistrés. Les éditions Charlevoix au Salon international du livre de Québec. Comment se portent les caribous de Charlevoix? Et Cuisine, Cinéma et Confidence lance sa 6e édition. Bonne émission! Instauré en 1971, le timbrage des boissons alcoolisées serait maintenant désuet, selon l'Association des microbrasseries du Québec, qui lance la campagne Timbrer, c'est timbré. J'en discute avec Frédéric Tremblay, copropriétaire de la microbrasserie de Charlevoix. Frédéric, bonjour. Bonjour. L'Association des microbrasseries du Québec lance une campagne, la campagne Timbrer, c'est timbré. L'association dont vous faites partie d'ailleurs. C'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui. Quel est ce système dont il est question du fameux timbre sur les boissons alcoolisées? Le fameux timbre. Écoute, c'est quelque chose qu'on a longtemps hésité à expliquer à la population parce que c'est pas tout à fait simple, mais là, on a besoin de tout le monde pour faire abolir ce système-là qui date de 1971, qui est complètement dépassé et qui, à l'origine, est pour protéger les taxes qui sont perçues par le gouvernement du Québec sur la production d'alcool. Ce qu'il faut comprendre, là, vous le savez probablement pas, mais quand nous, on produit de l'alcool, il y a une taxe qui est une taxe cachée qui est payée au gouvernement du Québec. On appelle ça les droits spécifiques. Puis au fédéral, ça s'appelle les taxes d'assises. Donc ça, c'est une taxe qui est payée par la microbrasserie? Qui est payée par la microbrasserie, qui est perçue, on va dire, par la microbrasserie. Parce que nous, quand on vend un dépanneur ou quand on vend un restaurateur, cette taxe-là, elle est inclue dans le prix qu'on charge. Puis après ça, à chaque mois ou à chaque trimestre, on va faire notre rapport de taxes qu'on va envoyer au gouvernement du Québec, puis qu'on va envoyer au gouvernement fédéral en leur payant ces taxes-là. Donc ça, vous ne le voyez pas sur votre papier TPS, TVQ. Quand vous achetez de la bière dans un bar ou un restaurant, c'est caché. Elle est déjà incluse dans le prix de la consommation. Elle est incluse dans le prix de la consommation. Et auparavant, avant 2014, ce qui arrivait, c'est que le niveau de taxe qui était chargé aux restaurateurs était plus élevé que le niveau de taxe qui était chargé aux dépanneurs ou aux restaurants, aux épiceries. Fait que ce qu'on appelle, nous, le CSP, consommation sur place, qui sont les restaurants et les bars, puis CAD, consommation à domicile, c'est les épiceries, les dépanneurs. C'est là que se fait la différence entre les deux. Fait que là, avant 2014, la taxe était plus élevée. Puis le système qui permettait au gouvernement de savoir si le bon niveau de taxe avait été payé, puis aux inspecteurs de la SQ de vérifier pour dire est-ce que le bon niveau de taxe le plus élevé a été payé par les restaurateurs, c'était d'apposer un timbre. Le timbre de droit qu'on voit sur les bouteilles. Oui, on le voit des fois quand on va au bar, justement, mais on ne sait pas nécessairement à quoi ça sert. C'est ça. Québec avec un chiffre. C'est ça, puis qui ressemble à un timbre de prix. Là, c'est exactement ça. Donc, vous avez ça sur les bouteilles de vin, les bouteilles de fort, vous ne les prenez pas dans vos mains, mais il y a ça. Après ça, sur toutes les bouteilles que vous avez dans un restaurant, il y a ce fameux timbre qu'on appelle le timbre de droit. Alors ça, ce timbre-là, il permettait aux inspecteurs, quand ils s'en venaient dans un établissement, de vérifier, y a-t-il un timbre? Oui, il y a un timbre, donc automatiquement, c'est payé. Il n'y a pas de timbre, donc on peut prendre pour acquis qu'il n'a peut-être pas été payé. Puis je dis peut-être pas été payé parce qu'il arrivait souvent que le timbre était absent, mais qu'on réussissait à démontrer qu'il y en avait eu un. De bonne foi là, en allant devant la cour avec le restaurateur, puis d'arriver avec des preuves, des factures et tout ça, démontrer que, bon, le timbre était tombé ou il avait été oublié carrément par l'employé quand il est allé livrer. Et puis, donc, c'est pour ça que... Mais ça causait énormément de problèmes, pareil, parce que tu te ramasses à embourber le système. Bien là, c'est ça que je comprends. Il y a deux choses là-dedans. Même la vérification, là, on dit on met un timbre pour vérifier que la taxe a bien été payée, mais la vérification, elle est hasardeuse. C'est au hasard, quelqu'un se déplace pour aller vérifier, le timbre était là ou n'était pas là. Puis en même temps, d'un autre côté, bien là, après la démarche qui suit, si le timbre n'est pas là, c'est un peu lourd. Ça, c'est que tu vois toutes ces démarches-là qui arrivaient, causaient énormément de tort à toutes les personnes qui sont pognées, là, le restaurateur, on s'en va en cours avec le brasseur. Donc, en 2014, le ministre Laitao, lors de son budget, a décidé de niveler les deux taxes. Il a dit, OK, on va... Le timbre, là, c'est un peu quelque chose d'un autre temps, en 2014. Et là, déjà en 2014, on dit, première des étapes, on va niveler les deux taxes. Il a augmenté un peu les taxes
qui était chargée aux détaillants en alimentation, puis il a diminué celle des restaurateurs pour qu'il n'y ait aucun coût pour le gouvernement. Donc là, logiquement, il n'y a plus de différence. Bien, même pas logiquement, pratiquement, il n'y a plus aucune différence. Donc, le but avoué, c'était parce qu'il y avait énormément de pression. Écoute, moi, ça fait 25 ans que j'ai une microbrasserie, ça fait 20 ans que je suis impliqué dans l'association, et tous les gouvernements successifs, à chaque gouvernement, il y a toujours eu la question. J'ai été témoin dans des comités interministériaux, là, ça fait depuis 2005 qu'on parle de l'abolition du marquage. Fait que c'est pas nouveau. Là. Ouais, et pourquoi on fait ça? Parce qu'on sait qu'il y a énormément d'erreurs, que ça coûte énormément cher. Et ça coûte énormément cher à vous et à moi de par nos taxes. Parce que, tu le disais tantôt, un inspecteur qui arrive sur place, qui trouve un timbre qui est manquant, va saisir les bières, va faire un rapport là, de 15-20 pages. Là. OK, démontrer que, bon, qui a payé, où est-ce que ça a été pris, la bière. Il envoie ça à la SQ à Montréal, qui ensuite va l'envoyer au ministère du Revenu. Ça devient une procédure judiciaire. Là, Ça devient une procédure judiciaire. Le procureur de Revenu Québec va émettre un constat d'infraction envoyé par huissier. Là, on ne l'envoie pas par la poste. Là. C'est quelqu'un qui s'en vient me faire signer par huissier, comme quoi, OK, il y a un timbre qui était manquant sur une bouteille. Le huissier s'en retourne, moi, je regarde ça. Quand est-ce c'est ma date de comparution au palais de justice à la Malbaie? Je m'en vais au palais de justice de la Malbaie. Les 2 policiers qui étaient enquêteurs passent la journée avec moi. Ça nous est arrivé il n'y a pas très longtemps. On est arrivé à 9 h le matin. Mon directeur général et moi, on était assis. On avait les 2 policiers à côté. On se parlait. On attendait notre tour. Là. On est passé. C'est ça. On est passé à 1 h. Ah oui, hein? Fait que, tu sais, c'est tout ce processus-là. Fait que s'il y en a qui pensent que ça rapporte au gouvernement, là, parce qu'il y en a qui coûte plus cher que ce que ça rapporte en amende. Il y en a qui m'ont déjà dit, on le sait, les amendes sont hyper salées, sont injustifiées, parce que nous, on se ramasse avec des amendes qui peuvent aller jusqu'à 7 500. Ça, c'est le plus haut où est-ce que nous autres, on s'est rendu. Mais après ça peut être 10 000 et 15 000 pour une erreur humaine. Il y a pas eu, la preuve a été démontrée qu'il n'y a eu aucune fraude. Aucune tentative de frauder le système. Là, on le voit, tout le monde est de bonne foi. Mais là, on en est rendu maintenant à faire une chasse au coco de Pâques, que j'appelle. Parce que j'appelle ça une chasse au coco de Pâques parce que on le sait que sur le réseau, il y en a des bouteilles qui n'ont pas de timbre. Okay? C'est à tous les jours, là, il y en a. On le sait, mais on ne sait pas ils sont où. Fait que là, tu sais, c'est comme si les inspecteurs, eux autres, ils jouaient à essayer de trouver là, à quel endroit il manque un timbre, là, parce que... Puis c'est la raison pour laquelle, en 2018, tous les députés à l'Assemblée ont voté en faveur du projet de loi 170 qui abolissait le timbre. Dont la CAQ qui est au pouvoir présentement. Donc, même, je te dirais, la CAQ qui était dans l'opposition alors qu'on était sur les consultations prébudgétaires. Moi, j'étais assis à côté d'eux autres, j'étais là comme témoin, puis ils en mettaient de la pression sur le gouvernement libéral pour dire, là, il faut abolir. 2018, on arrive, projet de loi 170, et on laisse à la SQ et à la RACJ 2 ans pour dire, bon, bien, on va faire un virage, vous avez jusqu'au mois de juin 2020. Et à partir de 2020, c'est fini, il n'y a plus de timbrage, les microbrasseries, les SAQ, tout le monde, c'est fini, les restaurateurs. Et nous, on était tellement contents. Mais la CAQ, malheureusement, rendue au gouvernement, a fait volte-face en février 2020 pendant la COVID et a décidé de remettre à une date ultérieure. Qu'on ne connaît pas. Qu'on ne connaît pas et qu'on est en 2024. Puis quand on demande, bien, il n'y a pas vraiment de date. Je pense qu'il n'y a plus aucune volonté. Là, ce qu'on ressent, c'est qu'il n'y a aucune volonté ni de la SQ, ni de la RACJ et ni du gouvernement d'aller de l'avant. C'est pourquoi on a demandé, là, OK, là, ça a l'air d'être noyé dans l'eau un peu, ce poisson-là, puis on voudrait quand même remettre ça, là, que présentement, nous, on est victime vraiment d'une injustice incroyable. On est vraiment pris en otage là-dedans parce que pour que la SQ puisse continuer à faire ses enquêtes puis se promener dans les restaurants, bien, nous... Il passe par ce besoin-là de trouver les c'est cocos. Ça, pour un besoin de trouver les cocos, mais c'est pas vraiment ça. Je pense que c'est plus parce que ce qu'ils aiment, c'est pouvoir aller faire des enquêtes dans des restaurants. Donc, est-ce que c'est vraiment ça? Non, mais c'est un prétexte pour aller faire des enquêtes dans les bars, les restaurants. Puis après ça, à l'occasion, ils vont trouver quelqu'un qui a oublié un timbre ou qui a décollé. Ce serait le seul prétexte à ne pas avoir changé la loi depuis, dans le fond, 2014, dès qu'on a uniformisé la taxe. Ça aurait pu être fait à ce moment-là, finalement, la modifier. Ça aurait pu d'un point de vue de perception de taxe. Mais on comprend que ce qu'on veut... tu sais, on a été de bonne foi aussi là-dedans. On s'est dit, bon, bien, tu sais, on va continuer à être victime un peu collatérale de ce système-là. Puis pour laisser le temps à la SQ puis à tout le monde de s'arranger.
Puis on va être de bonne foi là-dedans. Parce que là, nous, ce qu'on veut, c'est faire partie de cette équipe-là là, qui fait de la lutte à l'économie souterraine. Nous non plus, on n'en profite pas comme brasseur s'il y a de l'économie souterraine. S'il y a des bières qui sont rentrées des États-Unis illégalement, qui sont vendues, bien, ça ne nous donne rien, nous autres non plus. Fait qu'on est totalement d'accord avec le fait qu'il doit y avoir une lutte à l'économie souterraine. Mais il faut que ça soit une lutte à l'économie souterraine. Et quand on a un outil comme le timbre, mais que là, ça devient en soi une recherche pour donner des infractions à des gens, là, il y a une totale incompréhension là, et de la part des micros et des restaurateurs, parce qu'on se dit qu'il doit y avoir une totale incompréhension aussi de ceux qui font les inspections. Leur objectif, c'est pas prendre en défaut des personnes qui n'ont fait rien de mal. C'est de prendre en défaut des personnes qui ont tenté de frauder le système. Puis là, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, nous, cette campagne-là, on dit, elle ne s'applique pas aux microbrasseries. On veut absolument abolir le timbre. Si le gouvernement pense que ça peut être bon dans les alcools qui sont vendus par la SAQ ou dans d'autres intervenants, bien à ce moment-là, qu'ils ajustent la loi. Mais présentement, là, c'est fini. On ne peut plus être des victimes collatérales. Pensez pas qu'une petite microbrasserie qui se ramasse avec une amende de 7 500 $ pour n'avoir rien fait de mal, puis d'avoir payé en plus, parce qu'on paye des employés. La taxe est payée aussi. La taxe est payée. Il n'y a absolument rien, mais nous, en plus, je dois payer des employés, moi, pour apposer ces timbres-là. Là. On a calculé qu'on a au-dessus de 1000 heures par année pour apposer des timbres. Ça vous coûte en gestion de votre côté aussi? En gestion de notre côté, en temps de pénurie de main-d'œuvre. Tu penses que c'est facile? On n'écrit pas ça dans le Charlevoisien. Recherche timbreur de bouteilles. On n'a pas beaucoup de CV pour ça. Non, là. Je comprends. Fait que, c'est sûr que c'est nos livreurs ou des employés qui sont sur place qui sont chargés de faire ça. Mais tu vois, c'est toute cette complexité là, qui n'est pas facile à expliquer. Mais là, dans le fond, votre souhait avec l'association des microbrasseries, puis cette campagne-là, c'est d'arriver à quoi? Créer un comité ou comment vous pensez pouvoir rentrer à la Chambre? Là, puis, on a passé l'étape des comités. Là. Okay. Là, ça prend vraiment une volonté politique. Là, ça prend vraiment... D'ailleurs, la semaine dernière, en Chambre, le PQ, appuyé des deux autres partis de l'opposition, a demandé à tenir les promesses de 2018, a demandé au gouvernement de tenir ses promesses de 2018 et d'abolir le timbre, ce qui a malheureusement été refusé. On a très hâte de discuter avec le gouvernement pour savoir pour quelles raisons ils ont décidé encore cette fois-ci de remettre à plus tard. Parce que, tu sais, ça va finir, il faut que ça arrête de remettre à plus tard parce que ça devait être en 2018, en 2020. Après ça, là, on se dit en 2020, on remet à plus tard, on est en 2024 et il n'y a aucun indice qui nous dit que la modernisation tant promise allait arriver. Puis je vous soumets une autre chose aussi. Depuis au-dessus de 10 ans maintenant, tous les restaurants ont ce qu'on appelle le module électronique de vente, le MEV. La petite boîte noire. Petite boîte noire qui nous a été imposée, qui nous coûte de l'argent et qui demande du temps de gestion parce qu'on doit produire des rapports. Tout ça pour faire la lutte à l'économie souterraine. Donc, tu sais... Ça en est un moyen numérique nouveau là, de contrôler c'est un moyen qui pourrait être utilisé. Là. Les rapports sont transmis à Revenu Québec, donc un policier qui arrive peut avoir accès à ces rapports-là, peut demander les factures pour voir si ça concorde. Donc, les outils, il y en a plein. Donc, présentement, on prend les restaurateurs, on leur dit, faites de la gestion de plus avec votre MEV, payez votre MEV qui coûte des milliers de dollars. Vous êtes obligé d'avoir ça, vous êtes obligé de faire ça. Mais en bout de compte, s'il y a un timbre qui est décollé, bien, tu risques pareil de te ramasser en cours. Oui, c'est ça. Fait que là, ça ne peut pas aller toujours du même côté. Ça ne peut pas juste être tout le temps les entrepreneurs. Là. Il y a des entrepreneurs, là, la très grande majorité sont des personnes qui sont hyper impliquées dans leur communauté, qui sont des personnes qui sont très loyales, qui sont honnêtes. Fait que là, il faut arrêter de prendre pour acquis que tout le monde est malhonnête et de nous faire payer des frais là, qui n'ont absolument pas rapport là, avec les pratiques de 2024. Pour terminer, Frédéric, vous avez sur vos bières un nouveau timbre, si on veut, pour la campagne Timbrer, c'est timbré avec un code QR. Donc, les gens qui seraient intéressés à en savoir davantage, ça mène directement sur la page de l'association, c'est ça? Absolument. Puis, je ne sais pas si vous allez pouvoir l'écrire quelque part dans le bas de l'écran. Oui, on pourra, bien sûr. On a le lien il y a un lien directement là, sur la page web de la MBQ, Timbrer, c'est timbré. Puis, c'est là que vous allez avoir un bon résumé d'à peu près tout ce que je viens de vous raconter là. Et puis, j'invite la population, si vous avez la chance de rencontrer votre député, de lui dire... Moi, je peux vous dire qu'on est chanceux, on a une très bonne écoute de Mme Karianne Bourassa ici dans Charlevoix, mais il faut quand même continuer, je pense, à sensibiliser nos élus puis leur dire ça n'a pas d'allure en 2024 de continuer à faire ça. Puis je termine juste une petite chose aussi, parce que je lisais sur les médias sociaux, je sais que je prends beaucoup de temps, sur les médias sociaux, il y a eu des discussions, puis il y en a qui disaient bien, il y a d'autres priorités. Oui, il y a d'autres priorités. On se comprend, on ne sauvera pas du monde avec ça. On ne parle pas ici du système de santé puis d'éducation.
Mais les priorités, il faut se poser la question, est-ce que c'est aussi d'avoir des policiers qui se promènent dans des sous-sols de restaurants à essayer de trouver des canettes qui n'ont pas de timbre dessus? Est-ce que c'est une priorité, ça, aujourd'hui, en 2024? Ça reste que les contribuables participent à ça aussi. Et tu finis par payer pour ça. Fait que, tu sais, là, à un moment donné, on est capable de marcher puis mâcher de la gomme. Ça ne veut pas dire que si on abolit des choses comme ça, que nos gouvernements ne sont pas en train de travailler à améliorer notre système de santé non plus, là. On ne demande pas un contre l'autre, là. Parfait. Mais merci beaucoup, Frédéric Tremblay. Ça me fait plaisir. La Ville de Baie-Saint-Paul tenait ce mardi 26 mars une séance d'information avec la présence de plusieurs intervenants et organismes pour répondre aux questions des sinistrés. Voici notre reportage. Une soirée d'information dédiée aux sinistrés se présentait sous une nouvelle formule à l'Aréna de Baie-Saint-Paul, dans laquelle des kiosques de plusieurs organismes et intervenants étaient installés. Ce qu'on veut faire, c'est continuer de diffuser l'information auprès de nos sinistrés. On a varié nos différents modèles de transmission de l'information depuis le 1er mai dernier, mais aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est une rencontre avec les différents sinistrés à Baie-Saint-Paul. Nos différents partenaires sont sur place, que ce soit le ministère de la Sécurité publique, les institutions financières pour la question des prêts hypothécaires. On a les gens de la Ville de Baie-Saint-Paul aussi qui peuvent répondre aux questions sur qu'est-ce qu'on a fait pour être plus résilient vis-à-vis le printemps qui arrive, les ouvrages de protection qu'on a retravaillés. On a des gens également du secteur de l'urbanisme à la Ville pour parler du programme avec le ministère de la Culture et des Communications. Il y a de l'aide financière qui va pouvoir être octroyée aux gens pour continuer de rénover leurs bâtiments. Les visiteurs ont donc pu consulter et poser leurs questions directement aux instances concernées et en lien avec leur situation personnelle. Bien, ce qu'on voit, c'est que le rétablissement, c'est pas facile. Les gens ont tous un dossier unique. Les cas sont différents. Des fois, une solution qui est pour moi peut être différente de mon voisin, de l'autre voisin également. Donc, c'est encore une fois au cas par cas. Il y a différents ministères, différents partenaires qui sont impliqués. Et ce qu'on veut vraiment, c'est de les accompagner le mieux possible pour que nos citoyennes et nos citoyens là, puissent là, être dans des choix là, où ils sont confortables. Bien sûr, les questions monétaires étaient au rendez-vous. L'aide financière étant indispensable autant pour la Ville que pour les citoyens touchés par les inondations du 1er mai 2023. On est satisfait de l'aide quand même là, du gouvernement du Québec. Le gouvernement fédéral, j'étais à Ottawa la semaine dernière. On a passé des messages. On espère que les résultats suivront dans les prochaines semaines. Pour Québec, ce qui arrive, c'est qu'il y a différents ministères, en fait, qui sont impliqués. Et des fois, un ministère nous dit une chose, l'autre ministère, des fois, ne suit pas. Et même, des fois, à l'intérieur des mêmes ministères, c'est pas toujours facile avec la fonction publique, mais je peux pas dire que le gouvernement du Québec n'a pas été présent. On a eu quand même plusieurs discussions avec différents ministres, différents chefs de cabinet, des sous-ministres, tout cela. Et c'est quand même là, des programmes normés souvent, donc c'est pas facile là, de conjuguer avec ça, mais actuellement, ce qu'on peut dire, c'est que, comme mentionné hier, on a à peu près 8 millions d'engagés en termes de sommes financières. Sur ce 8 millions-là, il y en a 4 millions qui ont été investis sur le 8 millions. Et la Ville de Baie-Saint-Paul là, devrait avoir de l'aide de la part du ministère de la Sécurité publique à la hauteur de 75 % de ces montants-là. Donc oui, il y aura une facture qui est assez là, importante pour la Ville de Baie-Saint-Paul. Du côté de l'aide aux sinistrés, qui n'est pas compris dans le 8 millions dont fait état le maire Michael Pilote, les programmes existants ne seraient pas adaptés pour les sinistres impliquant des bâtiments patrimoniaux, comme c'est le cas sur la rue Saint-Joseph. Oui, il y a de l'aide, mais ce n'est pas assez pour les citoyens qui n'étaient pas assurés pour la plupart. Donc, je crois qu'on aura besoin de faire un autre coup supplémentaire. Si on veut que les gens soient résilients et adaptés pour le futur, si on ne veut pas que ça arrive, bien, il faut avoir des mesures pour que les citoyennes et citoyens soient en toute sécurité pour les prochaines décennies. Lors de précédentes rencontres, des citoyens ont nommé que la lourdeur administrative des démarches présentées comme un parcours du combattant risquait de les mener à l'abandon de leur cause pour finir par opter par la démolition de leur demeure. Au moment où on se parle, on a une vingtaine de demandes de démolition qui ont été déposées à la Ville de Baie-Saint-Paul. On en a 10 qui ont été autorisées par notre processus. Les autres sont toujours en analyse via les règles qu'on a usuellement. Et ce que je peux dire, c'est que ça varie au jour le jour. Il y a des gens, des fois, qui vont faire une demande de démolition pour un motif et le lendemain, ils vont rappeler à la Ville pour dire « finalement, j'ai changé d'idée ». Donc, ça change assez régulièrement et on essaie de travailler sur des facteurs qui sont possibles de changer. Et j'ose espérer qu'on sera capable de démolir le moins possible de résidences sur les rues qui ont été sinistrées le 1er mai dernier. Ce qu'on veut, c'est que les gens qui démolissent, c'est pour les bonnes raisons, tout ça. Et là, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a des gens qui démolissent parce que c'est difficile au niveau de la bureaucratie, au niveau des différents programmes. Et ça, c'est déplorable. On essaie de travailler, nous, à la Ville, en mode solution, avec nos partenaires, avec le gouvernement du Québec. Mais il reste certaines situations où on est dans des impasses au niveau administratif.
Du côté des chantiers en cours, les travaux de première intention ont été effectués pour assurer la sécurité des citoyens pour l'arrivée du printemps. Des études sont présentement en cours pour la suite des choses. Ce que je peux vous confirmer, c'est que les études ont cours actuellement au moment où on se parle, mais je ne pourrais pas vous donner d'échéancier. Les éditions Charlevoix présenteront 5 nouveaux livres lors du prochain Salon international du livre de Québec. J'en discute avec le directeur Christian Harvey. Christian Harvey, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes directeur de la Société d'histoire de Charlevoix et par la bande des éditions Charlevoix qui seront présentes au Salon du livre de Québec du 10 au 14 avril prochain. Est-ce que c'est la première présence des éditions au Salon du livre? Non, on est allé déjà quelques fois. OK. Maintenant, ça fait 10 ans là, qu'on n'avait pas une présence. On avait toujours une présence, par exemple, au Salon du livre de Québec-Montréal, on faisait comme c'était le diffuseur qui offrait à nos auteurs qui lançaient des nouveaux livres, donc de faire des dédicaces. OK. Mais là, c'est vraiment une présence physique, ça faisait 10 ans. Donc là, vous avez votre kiosque. Absolument. Alors, avec tous nos livres, notre fonds de livres, là, maintenant, on est rendu à 80 livres, les éditions 80 Charlevoix. publications. Oui. OK. Alors, c'est quand même intéressant. Là, c'est l'occasion de voir toutes les publications de la Société d'histoire. C'est intéressant parce que là, Québec, le Salon du livre de Québec pour les éditions et Charlevoix, il y a quand même un lien qui est très fort. Oui. Il y a un intérêt. Beaucoup de gens de Baie-Saint-Paul, justement, qui se rendent au Salon du livre. C'est accessible. C'est très accessible. Et... On parle de combien d'auteurs avec les éditions Charlevoix? Alors, il va y avoir 11 auteurs qui vont faire des séances de dédicaces au cours. Bien évidemment, c'est quand même un gros mandat. Là. Ça débute mercredi, ça se termine à dimanche à 5 heures. Moi, j'ai compté, c'est 53 heures de présence au kiosque. Alors, c'est quand même un gros mandat, mais on trouve ça intéressant parce que ça permet évidemment de présenter tous les livres. Alors, pas seulement, quand on va en librairie, on voit les dernières parutions souvent, mais là, on peut voir tous les livres. Souvent, les gens sont intéressés, ils viennent puis ils regardent les étagères. On ne les voit pas nécessairement toujours dans toutes les librairies. Alors, c'est une occasion de découvrir beaucoup de livres. Oui, et là, on a avec nous les 5 nouveautés de l'année. Oui, absolument. Les nouveautés du printemps. Alors, en fait, c'est 6 livres. On a une édition française et anglaise. C'est 6 livres aux éditions Charlevoix. Des nouveautés, beaucoup en lien avec ce qu'on avait déjà publié. On a des auteurs là, qui reviennent avec des nouvelles publications. Est-ce qu'on est absolument, parce que là, on fait le lien avec la Société d'histoire, est-ce qu'on est vraiment dans le livre historique ou on va dans tous les styles? Un peu tous les styles. Il y a toujours le volet Charlevoix quand même qui est assez central. Beaucoup le roman, la poésie, le livre historique. Alors, c'est un peu les 3 pôles qu'on a développés. Alors, c'est vraiment ce qui est intéressant. Et on revient un peu avec ça, le roman, le livre historique et même le livre d'art, qui est quand même intéressant. D'ailleurs, on peut faire un petit tour rapide. Donc, on a un livre jeunesse ici, La vallée des Insoumis. Oui, c'est un peu à l'époque des Patriotes. C'est Viateur Lefrançois qui est vraiment un auteur spécialisé dans le roman jeunesse. Alors, avec une trame historique, on découvre l'histoire, mais d'une manière intéressante. Alors là, ça se passe dans la vallée de la rivière Richelieu. Alors, les Patriotes, il y a des aventures qui se font. Donc, c'est historique, mais pas nécessairement en Charlevoix. Non, pas nécessairement dans Charlevoix, mais toujours une dimension historique. On a ici Rosie et les Déferlantes qui fait partie d'une série. Oui, absolument. C'est Monique Larouche qui est originaire de la Malmée, qui demeure à Winnipeg maintenant. Alors, c'est une trilogie un peu sur l'histoire de Charlevoix en lien avec le personnage de Rosie. Alors, aujourd'hui, c'est Rosie et les Déferlantes, puis on est rendu un peu à l'époque de la Révolution tranquille. Elle s'intéresse beaucoup à la musique, la boîte à chansons, la musique. Elle fait un peu de musique. Alors, c'est un peu le parcours de Rosie qui se continue avec Monique Larouche. D'accord. Ici, on est dans un autre style complètement, avec un amour obsessionnel. Est-ce que c'est quoi? C'est un thriller? Oui, c'est un thriller, vraiment, une histoire d'amour vraiment très, très dure, très difficile. Alors, on avait commencé il y a quelques années, Poney, qui racontait un peu les péripéties de son frère qui avait été dans des groupes motards. Alors, on a été avec 2 livres. L'an dernier, c'était un amour obsessionnel. C'est le 2e tome qui parle encore une fois d'un personnage qui est amoureux d'un homme et qui revient un peu trahir sa famille. Et tout. Mais c'est très bien, c'est très intéressant. Alors, les gens qui s'intéressent aux histoires amoureuses. Écrit par Christine Tremblay. Qui est de Charlevoix? Non, ce qui est originaire de Sainte-Julie, dans le coin de Montréal. Alors, c'est vraiment un thriller, là, un peu. On a une réédition aussi ici sur la goélette d'Edmond. Oui, Jean-Paul Degagné qui raconte un peu, on avait édité il y a une dizaine d'années un livre qui s'appelait « Sur la goélette d'Edmond ». Edmond, c'est son père Edmond Degagné. Le fait intéressant de ce livre-là, c'est vraiment une femme qui témoigne de son expérience dans des goélettes.
Alors, c'est quand même assez rare des femmes sur les goélettes. Et puis, c'est une réédition avec une nouvelle maquette qui comprend notamment un très beau tableau de Yves Desgagnés, son frère, le célèbre junior de l'héritage. Oui. Alors, très beau tableau qui représente le Jean Carmel, qui est un des bateaux qui était propriété d'Edmond Desgagnés. Alors, c'est quand même très intéressant. On a trouvé, on s'est dit c'était intéressant, on avait vendu vraiment beaucoup à l'époque. On s'est dit, bon, nouvelle édition revampée, ben oui. Ça va être intéressant. Et le petit nouveau, Abondance et gratitude de Marie-Renée Otis, dont on ne dévoilera pas trop de punch parce qu'il va être lancé le 6 avril prochain au Carrefour culturel. C'est un livre d'art, donc complètement différent. On a beaucoup d'images. Absolument. Un beau livre de 200 pages, papier glacé. Alors, on a une facture de livre extraordinaire. Alors, on a une version française, une version anglaise. Anglaise aussi, intéressant. Alors, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que c'est une rétrospective de toutes les œuvres de Marie-Renée? Oui, c'est vraiment un tour d'horizon sur sa carrière dans le textile. Alors, c'est fait avec des images en couleur. Alors, tout un beau travail fait par son mari de montage. Alors, c'est vraiment une belle pièce. Ben oui. Dis-moi, Christian, on parle beaucoup des arts visuels, justement, dans la région ici. C'est quoi la place de la littérature dans Charlevoix? Oui, ben, c'est une bonne question. C'est quand même intéressant. Il y a beaucoup d'auteurs dans Charlevoix, des gens qui écrivent des manuscrits, qui sont intéressés. Les éditions Charlevoix sont toujours intéressées, d'ailleurs, à recevoir des manuscrits. Oui. Alors, on édite les livres, on reçoit. Il s'agit de regarder un peu la page de la Société d'histoire de Charlevoix, www.histoirecharlevoix.com. Et si vous êtes intéressé, vous avez un manuscrit à éditer. Alors, nous, on reçoit le document, on remet ça à un comité de lecture et puis on peut faire un travail d'édition. Ça peut être des mémoires, ça peut être de la fiction, il y a plusieurs manières. Avez-vous des lignes directrices à respecter dans lesquelles on doit cadrer? Non, on est quand même assez flexible. Évidemment, c'est beaucoup toujours en lien avec Charlevoix, beaucoup le roman, l'histoire et la poésie. C'est vraiment les trois axes qu'on développe. Vraiment faire connaître des éléments souvent méconnus. Les témoignages comme celui sur les goélettes, c'est intéressant. Ce qu'on aime beaucoup, c'est faire ressortir des angles différents. Alors, sur les goélettes, c'était essentiellement des hommes sur les goélettes. Comme elle parle un peu des souvenirs. Elle travaillait beaucoup dans la cuisine, il y a des témoignages. Alors, ce qu'on aime, c'est faire sortir un peu des pépites, des choses qui sortent un peu des sentiers battus. C'est ce qui est intéressant au niveau de l'éditeur. Ben oui. J'aimerais souligner quand même, on en parlait un peu avant l'entrevue, vous êtes peu nombreux pour faire tout ce travail-là. Qu'est-ce que ça représente comme travail, là, éditer un livre? Là? C'est quand même un gros travail. On a maintenant une équipe un petit peu plus développée. On a un réviseur linguistique, mais le beaucoup, c'est fait par Serge Gauthier, qui est président, là, qui reçoit les manuscrits, qui fait vraiment la lecture. Puis moi, je m'occupe beaucoup de l'aspect technique, le montage des manuscrits, faire les pages couverture, communiquer avec l'imprimeur. Alors, c'est un gros travail, même faire l'expédition des livres. Alors, on fait tout de A à Z, c'est ce qui est intéressant. Oui, absolument. Et ça permet d'avoir en même temps... Évidemment, c'est un petit peu moins coûteux, on le fait tout nous-mêmes. Mais en même temps, ça fait quelque chose d'un plus symbiotique. Alors, on ne se perd pas en tergiversation. On dit, ça, c'est intéressant, on va faire ça. Là. Alors, le produit est superbe. En tout cas, vous avez une belle production. J'aimerais rappeler donc le Salon du livre international du livre de Québec qui aura lieu du 10 au 14 avril prochain. C'est au Centre des congrès. Est-ce qu'il y a un horaire de disponible si on veut aller faire dédicacer nos livres? Oui, absolument. Vous l'avez dans les médias un peu régionaux. Vous avez la page du Salon du livre de Québec. Alors, vous avez les auteurs, vous avez toutes les plages horaires. Alors, c'est le stand 202. Alors, au Salon du livre de Québec, on a 11 auteurs qui vont être présents selon des plages horaires différentes. C'est l'occasion de rencontrer un auteur, c'est toujours intéressant de voir un peu, lui poser des questions sur ses motivations. C'est ça qui est intéressant au Salon du livre, c'est l'aspect humain, de rencontre. Alors, c'est toujours un bel événement. Oui, bien, merci beaucoup, Christian Harvey. Merci. La biologiste Caroline Heinz et son équipe sont aux bons soins des caribous de Charlevoix mis en enclos dans le parc des Grands Jardins. Nous sommes allés à sa rencontre pour en apprendre plus sur le sujet. Le déclin de la population des caribous et montagnards est un fait bien connu depuis plusieurs années. Le nombre d'individus ayant atteint un seuil critique, les caribous ont été mis en enclos dans les régions de Charlevoix, de la Gaspésie et de l'Abitibi. La population affichait un fort déclin depuis déjà plusieurs années.
Le dernier inventaire réalisé affichait un nombre de 17 caribous sur le territoire. Donc, c'est en mesure d'urgence que le ministère, à l'époque du ministère Forêt, Faune et Parcs, a décidé de mettre cette population-là sous protection dans un enclos à l'abri des prédateurs. On a comme 2 sous-enclos vraiment plus petits qui servent à isoler des individus en cas de besoin justement pour un suivi plus serré, une observation suite à une blessure, ou des individus qui seraient plus agressifs en période de rut ou qui se font tasser à l'inverse des mangeoires. On va les isoler pour leur permettre de leur apporter les soins nécessaires ou les observer. Puis on a 2 grands enclos qui servent présentement à faire une rotation de pâturage. Donc, on les change d'enclos à chaque année pour permettre à la végétation de repousser en quelque sorte un peu. Puis, tu sais, aux fesses, au sel, si on peut dire, on appelle ça des fesses, de se dégrader, puis de diminuer les risques de parasites. Depuis 2019, le gouvernement provincial repousse le dépôt d'une stratégie de protection et de rétablissement du caribou auprès du ministère de l'Environnement du Canada. Un engagement pris en 2016 pour lequel le Québec est la seule province à ne pas avoir pris d'entente avec le fédéral. En fait, c'est connu et c'est documenté scientifiquement depuis déjà plusieurs années que la principale cause du déclin des populations de caribous, c'est la perte et la fragmentation de l'habitat. Donc, la population de caribous de Charlevoix ne fait pas exception à la règle. Son habitat est fortement perturbé par la présence d'activités humaines dans l'ensemble du territoire. Via la récolte forestière, les activités d'aménagement forestier, on a modifié la structure et la composition forestière dans l'habitat du caribou, ce qui a engendré une modification du système prédateur-proie. Donc, en générant des peuplements davantage feuillus après coupe, on favorise l'orignal qui, lui, en augmentant en nombre, va avoir un impact sur le nombre de loups, le prédateur principal de l'orignal, mais également du caribou. Donc, tout ça va avoir un impact négatif sur la survie du caribou. Pour assurer la survie de l'espèce, il faudrait donc rétablir l'équilibre dans l'écosystème forestier par une régénérescence naturelle de l'habitat. Ce qui va remettre un peu à la normale cet habitat-là, c'est l'accroissement des peuplements forestiers. Donc, en diminuant la récolte forestière, les peuplements de début de succession forestière davantage feuillus vont laisser place aux peuplements davantage résineux, qui sont moins propices à l'orignal et par conséquent aux loups. Le ministre fédéral de l'Environnement, Stephen Guilbeault, a récemment imposé un ultimatum au ministre provincial Benoît Charette. Si une stratégie n'est pas déposée avant le 1er mai 2024, le Canada imposera un décret de protection d'urgence qui interdira toute activité industrielle sur une partie du territoire de la province. Cela pourrait avoir des répercussions sur l'industrie forestière et le projet de parc éolien des Neiges prévu dans Charlevoix. En attendant, l'équipe de la biologiste Caroline Hintz veille au bien-être des bêtes. On a 2 gardiens à temps plein qui, eux, font partie de la CEPAC, qui sont engagés pour s'occuper quotidiennement des caribous de Charlevoix à l'enclos. Puis du côté du ministère, on est 3 biologistes, 2 techniciens de la faune à temps plein. Ça, c'est sans compter les vétérinaires, puis les autres biologistes et techniciens qui viennent en support là, le moment venu. En fait, on s'assure de répondre aux besoins des caribous comme en nature. Donc, quotidiennement, les animaux sont nourris avec un mélange de moulées, de foin, de lichen. Ils sont également abreuvés via des abreuvoirs mis à leur disposition ou bien ils ont accès à de l'eau naturelle dans des sources d'eau naturelles présentes dans l'enclos. Puis évidemment, l'enclos a été construit sous couvert forestier, donc dans leur habitat naturel également. Donc, ils ne sont pas totalement dépaysés. On a toutes sortes de façons de procéder qui limitent nos contacts directs avec les animaux. Je pense entre autres à un système de mangeoire qui fait qu'on sur rail, si je peux dire. Fait que dans le fond, on tire la mangeoire, on les nourrit, on repousse les mangeoires de l'autre côté de la clôture. Et toutes les clôtures sont munies de géotextiles opaques. Donc, en principe, les caribous ne nous voient pas. Différentes choses comme ça qui font en sorte qu'on entre le moins possible en contact avec ces animaux-là. Si du côté de la Gaspésie, la survie des faons est préoccupante, la population de Charlevoix, quant à elle, semble sur une bonne voie.
Elle se porte très bien. On est agréablement surpris des résultats. C'est 16 individus qui ont été mis en enclos en 2022. Okay. De ces 16-là, il y avait 12 adultes. On a eu 5 naissances cette année-là. L'année passée, c'est 12 naissances qu'on a eues. Donc, on est rendu à 30 individus là, en excluant une ou deux mortalités de causes naturelles standard. Okay. Donc, c'est 30 individus qu'on a présentement. On a presque doublé la population en 2 ans. On a besoin d'avoir quelques années de données en enclos pour bien connaître, saisir le pourcentage de survie, de mortalité, d'avoir des animaux qui représentent tous les segments reproducteurs, d'être capable de pouvoir relâcher des individus, puis savoir que leur survie va être bonne. Fait qu'il y a beaucoup de choses encore à établir présentement, même s'il s'agit d'une mesure temporaire. La collecte de données sur l'état de santé des animaux et leurs habitudes de vie se fait essentiellement de façon visuelle. Des colliers de télémétrie sont utilisés seulement pour retracer les individus dans l'enclos de 20 hectares. On a des caméras trappes, des caméras qui prennent des photos dans l'enclos d'alimentation, dans le site d'alimentation. Donc, quand les individus viennent se nourrir, dès qu'ils passent devant la caméra, on prend des photos. On est capable de suivre leurs conditions, entre autres, comme ça. Puis on a des caches aussi, des miradors qui nous permettent de les observer en direct et de détecter rapidement s'il y a une blessure ou un état inconfortable d'un des caribous. Puis à ce moment-là, on va pouvoir lui apporter les soins nécessaires, soit par notre équipe quand c'est des soins de base, soit en collaboration avec des vétérinaires de la région qui nous donnent un bon coup de main là-dessus. Le caribou forestier, aussi appelé caribou boréal, devra sans doute rester en enclos jusqu'à ce que la population soit saine et que son habitat naturel soit régénéré et protégé. Idéalement, on va relâcher des individus qui ont déjà été en nature, donc qui connaissent l'habitat en nature également. Fort probable qu'on va viser à les remettre dans un habitat de prédilection pour eux, leur habitat d'hiver qu'on connaît très bien dans le parc des Grands Jardins, qui a une bonne source de nourriture de lichens terrestres, entre autres. Donc, on va prendre les moyens pour diminuer cette habituation-là, assurément, avant de les relâcher. Une population de 100 individus qui se maintient dans le temps, qui a un bon taux de recrutement, c'est-à-dire le nombre de jeunes par année est environ de 15 % et ces choses-là, ces paramètres-là, si ça se maintient dans le temps, on a une population saine. Rappelons qu'à l'été 2022, le gouvernement du Québec s'est engagé à agir et à protéger 65 % de l'habitat critique du caribou. La saison des feux de forêt étant à nos portes, espérons maintenant qu'ils s'en sortiront aussi bien que l'année dernière. Le festival Cuisine, Cinéma et Confidences change de saison et se produira cette fois-ci en avril à Baie-Saint-Paul et à l'Île aux Coudres. Lucie Tremblay nous en dit davantage. Bonjour Lucie Tremblay. Bonjour ma chère, comment allez-vous ce matin? Ça va très bien, je suis contente de te recevoir pour parler de cette 6e édition de Cuisine, Cinéma, Confidences. Dis-moi donc Lucie, j'aimerais que tu me parles du thème de cette année. Écoute, le thème de cette année, ça a commencé avec le Charlevoix marin, hein, le Saint-Laurent. C'est notre voie là, comment je dirais ça? C'est là où est-ce qu'on est arrivé, où est-ce que les gens se sont installés. Mais en même temps, il y a un volet qui est très communauté, la famille, nos racines, nos appartenances. On est tous rattachés au fleuve, peu importe d'où on vient. Exactement. On a un lien fort et puis, c'est un écosystème qui est précieux. Et comme je te disais, autour de ça, c'est gravité d'autres, si on peut dire, d'autres paramètres comme, on rend un hommage à Michel Côté. Mais Michel Côté, c'est ce côté-là aussi au niveau du cinéma. Hein? C'est le papa, c'est le cousin, c'est le frère. C'est quelqu'un qu'on a adopté. Là, donc, on a le fleuve au-delà des produits de la mer, au-delà de l'environnement. C'est notre ancrage. C'est ça, on parle d'ancrage, c'est ça, exactement. C'est sûr qu'on va le valoriser, reprendre conscience de l'importance de cet écosystème-là, entre autres par des films,
films, des discussions. Et puis, en même temps, en rendant hommage à Michel Côté, on a également les 25 ans de la microbrasserie de Charlevoix, qui est notre partenaire officiel pour cette édition. Puis on trouve ça merveilleux. On trouvait qu'il y avait un beau jumelage avec tout cet amalgame là, de films, de rencontres. Bien là, justement, parlons-en. Pour ceux qui connaissent moins le festival, ça le dit un peu, cuisine, cinéma, confidence. Exactement. Donc, on fait le lien entre le 7e art et la gastronomie. Et on se confie comment là-dedans, Lucie? Bien, par les rencontres, par les invités qui vont être là, par justement tu sais, lorsque tu vois un film ou tu assistes à une rencontre, après ça, ça l'ouvre une porte pour... Tu sais, ça t'éclaire, ça t'amène à un autre point de vue. Et puis là, bien, ça te permet d'échanger, tu sais. Puis aussi, tu sais, la culture, que ce soit au niveau du cinéma, que ce soit au niveau du spectacle. Moi, je parle aussi de la culture gastronomique. C'est des liens sociaux pour moi. OK? C'est des points, à un moment donné, où tu te rends compte que lorsque tu assistes à un spectacle, lorsque tu assistes à un film, lorsque tu partages un repas, bien, c'est une porte d'entrée pour échanger puis communiquer. Tu vois? Donc, c'est ça. Puis, donc là, les échanges, ils se font entre participants, mais aussi avec des réalisateurs qui vont être présents, avec des chefs. Exactement, des sommeliers aussi cette année qu'on a, puis surtout, évidemment, tous nos invités, si on peut dire, nos ambassadeurs qui vont être là. Est-ce qu'on a des conférences aussi à travers ça? Il y a des ateliers, en tout cas? Oui, il y a des ateliers. Puis les conférences, ça va être plus... C'est plus que chaque projection ou chaque atelier va être suivi d'un échange. Tu vois, donc, les films qu'on a, il va y avoir Francis Reddy qui va être là, il va y avoir, parce qu'on a un de ses premiers films dans lequel il a joué, Mario, qui se déroule aux îles de la Madeleine. Donc, on est encore dans notre... Dans le fleuve. Dans le fleuve, exactement. Et puis, écoute, en faisant la recherche, j'ai réalisé que Phil Comeau était l'assistant réalisateur sur le film de Mario. Donc, Phil Comeau qui va être ici pour présenter son film Femme capitaine au Bistrot des Balcons. Et bien, moi, j'ai bien hâte de les voir, les deux ensemble, qui vont revoir ce film-là après des années. C'est comme une retrouvaille. Une retrouvaille. Donc, tu vois, c'est tous ces petits moments-là. On regarde avec l'hommage à Michel Côté. On a la famille de Michel qui vient, dont Véronique Leflaguet, Maxime Leflaguet, son fils Charles. Et puis, donc, on reprend Brou, parce qu'encore une fois, 25 ans de la microbrasserie. Oui. Hein? Brou, tout est dans tout. Tout est dans tout. Et c'était facile là, de tisser des liens. Wow. Et puis là, bien, écoute, cette année, puis là, j'étais même... Évidemment, on ne va pas refaire la pièce Brou, parce que, bon, tout qu'est-ce que ça demande, mais on va en faire des extraits. Et puis là, avec des comédiens qui vont être là. Et puis là, j'ai décidé de le faire au féminin. Donc, donc, on a des comédiennes. Oui, donc on a Charlotte Aubin. On a Marie-Ève Perron. Et puis là, je me suis fait un beau cadeau. J'ai invité Josiane Lantier aussi à participer. Qu'on connaît comme artiste en art visuel. Exactement. Mais à vous, Josiane, qui va faire des morceaux. Pour ceux qui la connaissent, je pense qu'on peut bien l'imaginer. On peut bien visualiser ça, là, que c'est ça, tu sais. Puis là, de me dire que Michel, Véronique et Charles vont être là, qui vont voir ça. Donc, on peut assister à des moments complètement uniques, inusités à travers le festival. Regarde Cruising Bar. Tu sais, supposons comme pour l'hommage à Michel Côté, j'ai pas mis à l'affiche dans la programmation des films qu'on connaît qui sont plus récents, Bon Cop, Back Cop, Père en flic, bon. Tu souhaites plus faire découvrir des... Mais on sait ça. Oui, il y a des films qui ont été des films très importants dans sa carrière, donc Dans le ventre du dragon et puis Au clair de la lune, là, qui sont des films là, qui passent à travers le temps. Mais par exemple, comme avec Cruising Bar, on a décidé de s'amuser et puis grâce à la Galerie Iris, donc on va faire une soirée Cruising Bar. Et puis où est-ce que justement Sébastien Lafleur organise pour faire des projections. L'artiste en art numérique. Exactement, merci. Donc des projections sur le mur des extraits du film. Et en même temps, nos mixologues, Félix Lebel et sa gang, vont créer un drink à l'image de chacun des personnages. Donc, puis on invite les gens à venir déguiser en Cruising Bar. Puis un bel hommage, une belle fête en même temps. Exactement. Tu sais, des moments joyeux. Puis après ça, tu sais, quand je te rappelais tantôt, tu sais, le sens de la famille, de la communauté, ça va faire aussi 1 an qu'il y a eu les inondations ici à Baie-Saint-Paul. Et justement, il y a une belle...
pas un projet, mais une belle offre, une belle activité en tout cas. Bien, moi, j'appelle ça comme une fête au village. Ouais. Et puis là, la ville de Baie-Saint-Paul a accepté qu'on ferme une portion de la rue, là, près de la microbrasserie. Exactement. Et puis là, avec la gang des Faux-Bergers, puis grâce à des partenaires comme, tu sais, les viandes bio, chacun son pain, en tout cas, tous nos producteurs exactement. Puis la gang des Faux va orchestrer probablement un des plus longs pains sandwich qu'on n'aura jamais vu ici, du moins, peut-être même au Québec. Là, on est-tu dans le record? C'est à voir, mais je pense que oui. J'ai regardé parce que j'ai pas vu. J'ai regardé des Guinness. C'était juste du plus long pain sandwich. Bien, c'est des sandwichs qu'on a vus. Mais le pain sandwich, là, comme on connaît, là, avec les couches, là, tu sais, bon, je ne l'ai pas vu, que ça pourrait être probablement un record. Puis on invite, c'est ça. Tu sais, c'est à faire gratuitement à la communauté. Puis c'est dire merci à toutes les... il y a eu au-dessus de 800 bénévoles qui ont mis la main à la pâte. Oui. Et puis aussi dire, bien, quand on est ensemble, on est capable de passer à travers de bien des choses. Tu sais. Puis moi, je trouve ça... C'est une célébration de cette collaboration-là. Exactement, de la solidarité. Puis, tu sais, tu te rappelles, en tout cas, moi, j'ai jamais fait autant de biscuits au gingembre, de bouffe. C'était comme une façon, tu sais, on voulait apporter quelque chose à ceux qui étaient comme victimes de ça. Puis, tu sais, la bouffe était comme une façon là, de dire, regarde, je t'ai préparé un plat, tu n'auras pas à t'occuper de ça. Donc, encore une fois, tu vois, tous les liens là, qui font que... c'est ça, on est proches. Oui, et puis, on se rassemble, on se reconnecte. Puis, exactement, puis ça, c'est beau. Tu sais, dans les épreuves comme ça, en tout cas, moi, j'aime ça, souligner le beau. J'aimerais qu'on aille un peu vers... bon, il y a des éléments gagnants des éditions précédentes. Je pense, entre autres, à des personnes comme Christian Bégin, Lisa Froula, qui est la présidente d'honneur, encore une fois. Présidente d'honneur qui s'est autoproclamée à vie. Ah oui, c'est une bonne nouvelle pour toi, ça. On a le grand repas gastronomique au Germain aussi qui revient. Oui. Quelles sont les nouveautés? Est-ce qu'il y a des nouveaux concepts ou des nouveaux partenaires qui s'ajoutent? Bien, il y a toujours des nouveaux partenaires, mais effectivement, tu sais, comme la soirée d'ouverture, j'ai hâte de voir... oui, j'ai hâte, mais je sais que ça va être exceptionnel avec les chefs qui sont là, tu sais, Patrick Dubé, Cathy Mera. Oui. Exactement. Puis en plus de ça, bon, on a Sabrina Lemay, tu sais, du restaurant Origine à Québec et de la Tanière, tu sais, qui... puis ça, je parle des présences féminines. Puis le film est tellement beau. Il faut le voir sur grand écran. Il y a ça aussi, hein. Le film qui est? L'Océan vu du cœur avec Hubert Reeves de Yolande Rossignol. Et puis, c'est ça qu'il faut se rappeler aussi, tu sais, en salle, sur des grands écrans, on vit une autre expérience qu'à la télé. Là, tu sais, on se laisse vraiment immerger. Oui. Cette année, étant donné qu'on a comme déplacé, si on peut dire, on a déplacé le festival qui était à l'automne maintenant au printemps, ça nous ouvre la porte pour un volet sommellerie qui était moins possible parce qu'en novembre, c'est la période des vendanges, que les vignerons ne pouvaient pas être là. Donc, on a justement, tu sais, on a comme une activité en collaboration avec le Musée d'art contemporain. Oui. Je ne sais pas si les gens ont vu l'exposition de Paris Martin qui est tout à fait exceptionnelle. Allez-y. Allez-y. Puis sinon, gardez-vous, achetez vos billets parce qu'on va vivre une expérience assez sympathique. On va avoir la meilleure sommelière au Québec, Anaïs Favreau-Marchand, et puis qu'on a invitée. Et il va y avoir un atelier de dégustation, de découverte avec au MAC, avec le mur des démesures de Paris Martin. Et elle va faire découvrir des vins qui, elle l'associe avec les œuvres de Paris. Donc là, on est dans l'art visuel même. Exactement. Puis de montrer la créativité qu'il y a aussi en sommellerie, dans les vins, dans la créativité, avec le mur, puis avec une petite ambiance sonore. Là, que ça, c'est nouveau. On a un atelier, moi je les appelle mes assemblées de cuisine. Et puis cette année, on en fait un. Il y a Anaïs Barbeau-Lavalette qui va être là avec Mélilo de Repentigny. Et puis, on fait ça, c'est Josiane Lantier, puis... À son atelier sur la rue Saint-Joseph. À son atelier, exactement. Où est-ce qu'on va avoir une discussion avec ces trois-là par rapport où est-ce que le fleuve, la nature, est source d'inspiration, tu sais. Anaïs, elle a écrit un livre entre la femme fleuve, la femme forêt. Mélilo vient
qui a été longtemps ici à Baie-Saint-Paul. Elle a travaillé dans le temps à l'Auberge des Val-Convert. Elle vient de publier son premier livre, L'anatomie du vivant. Et puis, elle est devenue maintenant cueilleuse pour Colombe Saint-Pierre. Elle fait la cueillette des champignons sauvages, des produits de la forêt, exactement. Puis, elle a fait un roman basé, un peu inspiré de son expérience. Donc, on va changer comment, justement, le Saint-Laurent, le fleuve, la nature peut être une source d'inspiration. Et là encore, tu vois, c'est quand même des petits ateliers à pas plus que 30 personnes. Donc, c'est intime, c'est unique. Exactement. Puis on peut poser des moments, là, c'est ça. Et puis le volet jeunesse qui est très développé aussi cette année. Entre autres, justement... Avec les écoles que ça se produit de ce côté-là. Ça va être le samedi, toute la journée au Centre communautaire Pro Santé. Et puis là, on a justement les enfants de Anaïs Barbeau-Lavalette avec Émile Proux-Cloutier qui vont faire un atelier sur le stop motion. Tu vois, hein, le talent, eux autres, là, c'est de génération en génération. C'est en le partageant que ça se multiplie. Ça n'a pas de bon sens, tu sais. Ici, les gens qui sont intéressés là, à avoir le détail de toutes les activités, les ateliers, les films proposés, les repas, les rencontres, le site Internet est maintenant à jour avec toutes les informations. Tu as le site Internet, suivez-nous sur la page Facebook. Puis évidemment, bien, on va faire des publications dans les journaux locaux, à la radio, puis avec vous. On reste attentifs. Donc, on répète, Cuisine Cinéma Confidence, 6e édition du 26 au 28 avril, un peu partout dans Baie-Saint-Paul. Et l'île aux Coudres aussi, l'île aux Coudres qui est nouveau aussi avec à l'ancrage. Donc, on laisse les gens à l'hôtel du Capitaine. Oui, parfait. Avec Caroline Desbiens. Oui, merci beaucoup, Lucie. Hey, merci à vous. On se retrouve là-bas. Oui. C'est ce qui conclut les actualités cette semaine. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.